On entend? On n'entend pas. Et comme ça, entend-on? Ça va pas? Dites, ça va? Alors, la cravate, donc, était un obstacle. Je n'ai jamais la moindre intention de faire une conférence, mais j'ai un enseignement. J'ai fait ça pendant très longtemps, enfin. J'ai fait ça pendant 17 ans. Freud pensait que la psychanalyse était une révolution de l'esprit qui devait troubler la conscience du monde. Il regardait l'inconscient comme un réservoir de force pulsionnelle refoulé dans les profondeurs biologiques de l'âme. Explorateur des ruses de la parole, Jacques Lacan est le seul parmi les héritiers de Freud à abandonner ce romantisme de la science issu de Darwin et à réveiller le génie subversif de la psychanalyse. Il fait de l'inconscient une structure de langage dont la logique formelle se déploie à la manière d'une fugue de Bach ou d'un poème de Mallarmé. « Je suis celui qui a lu Freud », dira-t-il. On a eu la bonté de me présenter. Je vais entrer dans la difficile tâche de vous faire entendre ce soir, disons, quelque chose. Si l'on veut faire le point sur le passage de Freud à Lacan et l'émergence de la psychanalyse chez Lacan, il faut bien voir que ça suppose une reconstruction totale des concepts. Et, par exemple, le concept de sujet. Comment caractériser le sujet au moment où il apparaît clairement dans la doctrine lacanienne? Il apparaît, au fond, à partir de plusieurs éléments. Le sujet, d'abord, c'est ce qui doit être pensé dans la constitution du moi. Parce qu'avant de théoriser à fond le sujet, Lacan s'est d'abord interrogé sur le moi. Mais le moi, chez Freud, est un concept sans grand mystère. C'est le système perception-conscience. Et chez Lacan, sous influence philosophique, on pourrait voir comment, au moment du fameux écrit sur le stade du miroir, voilà que le moi devient le résultat de quoi? De l'autre. C'est-à-dire que mon moi, c'est cette image de moi, c'est un moi spéculaire qui se réfléchit dans le miroir de l'autre et qui m'est renvoyé, pour dire les choses très simplement. Et qui est renvoyé donc à qui? Eh bien, quelque chose d'assez énigmatique qui va bientôt s'appeler le sujet. Alors déjà, donc, en effet, le moi est foncièrement illusoire ou lieu d'illusion. Voilà comment Lacan approche le sujet.
Le stade du miroir est le moment durant lequel l'enfant, entre 6 et 18 mois, anticipe la maîtrise de son unité corporelle par la captation de son image dans un miroir. En 1936, Lacan s'inspire de la légende de Narcisse, condamné par les dieux à se noyer dans la contemplation de son reflet. Quand le sujet reconnaît autrui, il parvient à la socialisation et se détache d'un monde intérieur centré sur le moi. Quand au contraire il régresse vers le narcissisme primaire, il s'abandonne à un univers fermé où l'autre n'existe pas. Il faut voir l'apport de Lacan comme un tableau moderne. Lacan n'est plus dans l'univers classique des représentations, mais dans l'univers de la peinture moderne. C'est la peinture de Picasso par rapport à la peinture classique. Le nez est placé ailleurs, les yeux ont bougé, les représentations sont fracturées. Toute la modernité est passée. Alors que Freud, c'est un lieu de représentation beaucoup plus classique du sujet. D'autre part, c'est pour ça qu'on peut ramener aussi Lacan au baroque. Tout est déformé. C'est comme si c'était Freud, mais démesuré. Né à Paris le 13 avril 1901, dans une famille de vinaigriers orléanais, Jacques Lacan était issu de la moyenne bourgeoisie catholique et bien pensante. Il eut avec son jeune frère Marc-François, qui deviendra moine dans l'ordre des bénédictins, une relation privilégiée. Durant ses études au collège Stanislas, il s'initie à l'œuvre de Nietzsche et de Spinoza, puis rejette le catholicisme. Il retire de ses années passées en uniforme la conviction intime que les blessures psychiques les plus violentes surgissent toujours à l'intérieur des collectivités apparemment soumises à la plus grande normalité. Lacan se sent incompris de son père qui le destine au commerce des moutardes. Il entre ainsi dans la modernité du XXe siècle par la voie d'une rébellion intellectuelle. Désireux d'explorer l'essence de la folie dont il avait perçu les ombres dans sa propre famille, il s'oriente vers la psychiatrie. À l'hôpital Sainte-Anne, il se confronte à la souffrance de l'asile et se passionne pour la paranoïa, une forme de folie tellement cohérente que Freud la comparait à un système philosophique. Lacan fait de la paranoïa un mode de raisonnement logique, inscrit au cœur de la personnalité humaine. Évidemment, on pourrait s'interroger sur le thème même de la paranoïa. Ça a beaucoup compté pour Lacan, on le sait, puisque c'est le sujet de sa thèse de doctorat. Ça compte dans le surréalisme par Salvador Dali. Or, la paranoïa, c'est la quête de la vérité. Et la supposition du paranoïaque, c'est que, quel que soit le désordre des apparences, il doit y avoir quelque part un réel caché, dont lui est absolument certain, et qui donne son sens à tout ce qui a lieu. Et ce réel, généralement, c'est un complot ou un crime préparé contre lui. Et bien, ça, c'est la structure même de notre quête de la connaissance. Et donc, quand nous voulons connaître les choses obscures, les choses cachées, comme disaient les sceptiques, nous sommes nécessairement paranoïaques. Donc la paranoïa, la psychose, éclairerait la structure même du désir de connaître, dont tout le monde sait depuis Aristote que c'est le désir de la science. Alors ça, je crois que ça fascine Lacan, parce que ça veut dire que le fond de l'esprit est délire,
Et si le fond de l'esprit est délire, là je reprends une formule de Deleuze, mais qui est tout à fait adéquate, la vérité est au bout de cette quête délirante. En 1930, les psychiatres de sa génération, marqués par l'essor de la psychanalyse, s'intéressent autant à l'écriture du délire qu'aux attitudes passionnelles des femmes hystériques. L'hystérie et la paranoïa dessinent pour eux, comme pour les poètes surréalistes, les contours étranges d'une vérité convulsive qui les renvoie aux égarements d'un monde en proie au déclin des valeurs classiques de la raison et du progrès. En 1932, Lacan publie sa thèse de médecine consacrée à l'étude d'un cas de paranoïa féminine. Il y raconte la destinée d'une femme persécutée, issue d'un milieu modeste. C'est l'histoire d'une employée des postes qui rêve d'une autre vie et elle va commettre une tentative de meurtre sur une actrice célèbre de l'époque, Huguette Duflos, puis elle rate son coup. Après la tentative de meurtre sur Huguette Duflos, sur cette comédienne de théâtre, Marguerite Pantene, Marguerite Anzieux, le cas aimé, est internée à l'hôpital Sainte-Anne. Et là, confiée donc aux soins de Lacan, qui n'est pas encore psychanalyste, qui est psychiatre. Et il va en faire une description fascinante qui va intéresser donc tout le milieu psychiatrique et littéraire de l'époque. Et cette femme, donc, au fond, ce que Lacan montre dans cette histoire de paranoïa, d'autopunition, c'est que en frappant la comédienne, elle a frappé son idéal du moi, ce à quoi elle s'identifiait le plus. L'année suivante, en 1933, les sœurs Papin, domestiques dans la ville du Mans, assassinent sauvagement leur patronne. Comme dans le cas aimé, Lacan montre que le véritable mobile du crime n'est pas la haine de classe, mais la structure paranoïaque à travers laquelle un sujet frappe l'idéal du maître qu'il porte en lui. À l'hôpital Sainte-Anne, chacun s'interroge sur les extases de ces femmes aliénées. Selon Lacan, cette folie féminine ressemble à un théâtre de la cruauté surgi d'un temps immémorial. Elle est la forme contemporaine d'une tragédie antique, revue et corrigée par la dialectique hegelienne du maître et de l'esclave. À partir de 1934, Lacan suit le séminaire d'Alexandre Kojève sur la phénoménologie de l'esprit de Hegel, paru en 1807 et non encore traduit en français. D'origine russe, Kojève délivre à ses auditeurs un commentaire talentueux du texte de Hegel. Il s'appuie sur des exemples concrets tirés de l'histoire politique du temps présent. Georges Bataille et Raymond Queneau sont les adeptes de cet enseignement oral dont Lacan imitera le style. Ce que retient, me semble-t-il, Lacan des leçons de Kojève, c'est l'insistance qu'a eue celui-ci à interpréter tout le système hegelien en fonction de la dialectique du maître et de l'esclave. Et la dialectique du maître et de l'esclave, qui s'origine elle-même dans la lutte à mort des consciences, permettait à Lacan de penser le sujet. C'est-à-dire que le sujet est divisé. En effet, pour reprendre le schème très général, le génie hegelien consistait à découvrir que quand j'essaye de prendre certitude de moi-même, c'est-à-dire de mon existence, je suis obligé de demander la reconnaissance de cette existence à l'autre. Durant ses études au collège Stanislas, il s'initie à l'œuvre de Nietzsche et de Spinoza, puis rejette le catholicisme. Il retire de ses années passées en uniforme la conviction intime que les blessures psychiques les plus violentes surgissent toujours à l'intérieur des collectivités apparemment soumises à la plus grande normalité.
Lacan se sent incompris de son père qui le destine au commerce des moutardes. Il entre ainsi dans la modernité du XXe siècle par la voie d'une rébellion intellectuelle. Désireux d'explorer l'essence de la folie dont il avait perçu les ombres dans sa propre famille, il s'oriente vers la psychiatrie. À l'hôpital Sainte-Anne, il se confronte à la souffrance de l'asile et se passionne pour la paranoïa, une forme de folie tellement cohérente que Freud la comparait à un système philosophique. Lacan fait de la paranoïa un mode de raisonnement logique, inscrit au cœur de la personnalité humaine. Évidemment, on pourrait s'interroger sur le thème même de la paranoïa. Ça a beaucoup compté pour Lacan, on le sait, puisque c'est le sujet de sa thèse de doctorat. Ça compte dans le surréalisme par Salvador Dali. Or, la paranoïa, c'est la quête de la vérité. Et la supposition du paranoïaque, c'est que, quel que soit le désordre des apparences, il doit y avoir quelque part un réel caché, dont lui est absolument certain, et qui donne son sens à tout ce qui a lieu. Et ce réel, généralement, c'est un complot ou un crime préparé contre lui. Et bien, ça, c'est la structure même de notre quête de la connaissance. Et donc, quand nous voulons connaître les choses obscures, les choses cachées, comme disaient les sceptiques, nous sommes nécessairement paranoïaques. Donc la paranoïa, la psychose, éclairerait la structure même du désir de connaître, dont tout le monde sait depuis Aristote que c'est le désir de la science. Alors ça, je crois que ça fascine Lacan, parce que ça veut dire que le fond de l'esprit est délire, et si le fond de l'esprit est délire, là je reprends une formule de Deleuze, mais qui est tout à fait adéquate, la vérité est au bout de cette quête délirante. En 1930, les psychiatres de sa génération, marqués par l'essor de la psychanalyse, s'intéressent autant à l'écriture du délire qu'aux attitudes passionnelles des femmes hystériques. L'hystérie et la paranoïa dessinent pour eux comme pour les poètes surréalistes. La position du paranoïaque, c'est que, quel que soit le désordre des apparences, il doit y avoir quelque part un réel caché, dont lui est absolument certain, et qui donne son sens à tout ce qui a lieu. Et ce réel, généralement, c'est un complot ou un crime préparé contre lui. Et bien, ça, c'est la structure même de notre quête de la connaissance. Et donc, quand nous voulons connaître les choses obscures, les choses cachées, comme disaient les sceptiques, nous sommes nécessairement paranoïaques. Donc la paranoïa, la psychose, éclairerait la structure même du désir de connaître, dont tout le monde sait depuis Aristote que c'est le désir de la science. Alors ça, je crois que ça fascine Lacan, parce que ça veut dire que le fond de l'esprit est délire, et si le fond de l'esprit est délire, là je reprends une formule de Deleuze, mais qui est tout à fait adéquate, la vérité est au bout de cette quête délirante. En 1930, les psychiatres de sa génération, marqués par l'essor de la psychanalyse, s'intéressent autant à l'écriture du délire qu'aux attitudes passionnelles des femmes hystériques. L'hystérie et la paranoïa dessinent pour eux, comme pour les poètes surréalistes, les contours étranges d'une vérité convulsive qui les renvoie aux égarements d'un monde en proie au déclin des valeurs classiques de la raison et du progrès. En 1932, Lacan publie sa thèse de médecine consacrée à l'étude d'un cas de paranoïa féminine. Il y raconte la destinée d'une femme persécutée, issue d'un milieu modeste. C'est l'histoire d'une employée des postes qui rêve d'une autre vie et elle va commettre une tentative de meurtre sur une actrice célèbre de l'époque, Huguette Duflos, puis elle rate son coup. Après la tentative de meurtre sur Huguette Duflos, sur cette comédienne de théâtre, Marguerite Pantene, Marguerite Anzieux, le cas aimé, est internée à l'hôpital Sainte-Anne. Et là, confiée donc aux soins
de Lacan, qui n'est pas encore psychanalyste, qui est psychiatre. Et il va en faire une description fascinante qui va intéresser donc tout le milieu psychiatrique et littéraire de l'époque. Et cette femme, donc, au fond, ce que Lacan montre dans cette histoire de paranoïa, d'autopunition, c'est que en frappant la comédienne, elle a frappé son idéal. Et qui m'est renvoyé, pour dire les choses très simplement. Et qui est renvoyé donc à qui? Eh bien, quelque chose d'assez énigmatique qui va bientôt s'appeler le sujet. Alors déjà, donc, en effet, le moi est foncièrement illusoire ou lieu d'illusion. Voilà comment Lacan approche le sujet. Le stade du miroir est le moment durant lequel l'enfant, entre 6 et 18 mois, anticipe la maîtrise de son unité corporelle par la captation de son image dans un miroir. En 1936, Lacan s'inspire de la légende de Narcisse, condamné par les dieux à se noyer dans la contemplation de son reflet. Quand le sujet reconnaît autrui, il parvient à la socialisation et se détache d'un monde intérieur centré sur le moi. Quand au contraire il régresse vers le narcissisme primaire, il s'abandonne à un univers fermé où l'autre n'existe pas. Il faut voir l'apport de Lacan comme un tableau moderne. Lacan n'est plus dans l'univers classique des représentations, mais dans l'univers de la peinture moderne. C'est la peinture de Picasso par rapport à la peinture classique. Le nez est placé ailleurs, les yeux ont bougé, les représentations sont fracturées. Toute la modernité est passée. Alors que Freud, c'est un lieu de représentation beaucoup plus classique du sujet. D'autre part, c'est pour ça qu'on peut ramener aussi Lacan au baroque. Tout est déformé. C'est comme si c'était Freud, mais démesuré. Né à Paris le 13 avril 1901, dans une famille de vinaigriers orléanais, Jacques Lacan était issu de la moyenne bourgeoisie catholique et bien pensante. Il eut avec son jeune frère Marc-François, qui deviendra moine dans l'ordre des bénédictins, une relation privilégiée. Durant ses études au collège Stanislas, Pendant très longtemps, enfin, je fais ça pendant 17 ans. Freud pensait que la psychanalyse était une révolution de l'esprit qui devait troubler la conscience du monde. Il regardait l'inconscient comme un réservoir de forces pulsionnelles refoulées dans les profondeurs biologiques de l'âme. Explorateur des ruses de la parole, Jacques Lacan est le seul parmi les héritiers de Freud à abandonner ce romantisme de la science issu de Darwin et à réveiller le génie subversif de la psychanalyse. Il fait de l'inconscient une structure de langage dont la logique formelle se déploie à la manière d'une fugue de Bach ou d'un poème de Mallarmé. « Je suis celui qui a lu Freud », dira-t-il. On a eu la bonté de me présenter.
je vais entrer dans la difficile tâche de vous faire entendre ce soir, disons, quelque chose. Si l'on veut faire le point sur le passage de Freud à Lacan et l'émergence de la psychanalyse chez Lacan, il faut bien voir que ça suppose une reconstruction totale des concepts. Et, par exemple, le concept de sujet. Comment caractériser le sujet au moment où il apparaît clairement dans la doctrine lacanienne? Il apparaît, au fond, à partir de plusieurs éléments. Le sujet, d'abord, c'est ce qui doit être pensé dans la constitution du moi. Parce qu'avant de théoriser à fond le sujet, Lacan s'est d'abord interrogé sur le moi. Mais le moi, chez Freud, est un concept sans grand mystère. C'est le système perception-conscience. Et chez Lacan, sous influence philosophique, on pourrait voir comment, au moment du fameux écrit sur le stade du miroir, voilà que le moi devient le résultat de quoi? De l'autre. C'est-à-dire que mon moi, c'est cette